Hier, dimanche, le président américain Donald Trump a annoncé la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'organisation État islamique. L'homme le plus recherché du monde a été tué dans une opération des forces spéciales américaines menée dans le nord-ouest de la Syrie, dans la région d'Idlib. Alors, quelles sont les conséquences de cette élimination? L'organisation État islamique est-elle affaiblie ou plus dangereuse? Quels effets en Syrie et en Irak? La mort de Baghdadi signifie-t-elle un retour des Américains sur le terrain syrien? S'agit-il d'une victoire personnelle pour Donald Trump? On va en débattre ce soir avec nos invités. William Jordan, ancien diplomate américain. Sarah Daniel, chef du service étranger de l'Obs, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé au CECID à l'Université libre de Bruxelles, auteur de Daesh, la suite aux éditions de l'Aube. Et puis également avec moi ce soir, David Rigoulet-Rose, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Avant de s'intéresser aux conséquences de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi pour l'organisation État islamique, on va tout de suite revoir un portrait de cet homme à la tête de l'organisation terroriste depuis 2010. Regardez. Cette vidéo est la dernière apparition publique d'Abou Bakr al-Baghdadi. Publiée en avril dernier, on y voit le chef de l'organisation État islamique évoquant les récentes pertes de territoire de son groupe. Il évoque aussi les événements en Algérie et au Soudan notamment. Seul moyen pour les experts de confirmer que cette vidéo a bien été tournée en 2019, car le chef djihadiste cultive avec soin l'art de la discrétion et du silence. Sa première apparition publique date du 13 juillet 2014. Dans la mosquée Al-Nouri de Mossoul, al-Baghdadi proclame la création d'un califat réuni sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. Par la suite, il s'autoproclame chef du groupe État islamique. 5 années séparent ces deux vidéos sans presque aucune déclaration. Par son silence, al-Baghdadi aura entretenu un certain mystère. Un pouvoir sans visage, mais une force militaire composée de milliers de combattants qui lui ont fait allégeance. Né Ibrahim al-Badri en 1971, Abou Bakr al-Baghdadi a grandi à Samarra, dans l'est de l'Irak. Après avoir étudié la théologie à Bagdad, il rejoint l'insurrection sunnite en 2003, année de l'invasion menée par Washington en Irak. Capturé par les Américains, il est finalement relâché en 2009. Il devient membre d'Al-Qaïda, mais quitte l'organisation terroriste en 2013, 2 ans après la mort d'Oussama Ben Laden. À partir de 2014, son groupe djihadiste devient l'organisation État islamique et sème la terreur au Moyen-Orient d'abord. Dans les territoires qu'il contrôle, la charia est instaurée dans son acception la plus rigoriste. À l'échelle mondiale, des attentats au nom du djihad sont perpétrés en Asie, en Amérique et en Europe notamment. Paris, le 13 novembre 2015. Au Bataclan et dans plusieurs terrasses de café, un commando provoque la mort de 130 personnes et en blesse plus de 350. Les attentats les plus meurtriers commis sur le sol français. Al-Baghdadi, l'homme fantôme, était l'un des hommes les plus recherchés de la planète, avec une prime de 22 millions d'euros. Sa mort a été annoncée à de nombreuses reprises. En juin 2017, l'armée russe avait affirmé à tort avoir bombardé une réunion des dirigeants du groupe État islamique à Raqqa, en Syrie. Sa disparition n'avait encore jamais été confirmée jusqu'à présent. Alors, ce n'est pas la première fois donc, que la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est annoncée. D'ailleurs, Moscou met en doute cette mort et dit attendre une confirmation de cette information. Sébastien Boussois, est-ce qu'on peut dire cette fois que c'est la bonne ? J'ai effectivement entendu les rumeurs et les protestations, en tout cas peut-être une part de jalousie de Moscou, que Washington soit arrivé à ses fins. Sincèrement, c'est tout le débat qu'il y avait eu au moment de la mort d'Oussama Ben Laden. Il y a des dirigeants dont on voulait se débarrasser, dont on a eu la preuve ferme à travers des photos, à travers des vidéos. Je pense à Kadhafi, je pense à Saddam Hussein. Et puis, il y en a d'autres qui sont et qui deviennent aussi par la même mythique quand on n'a pas la certification ferme, à part la parole des États-Unis. Et en réalité, nous sommes condamnés à la croire. Et je crois que de toute façon, elle fait autorité, quelles que soient les tergiversations ou les positions parfois ubuesques de Donald Trump. Donc, probablement que c'est effectivement la bonne. Sarah Daniel, on doit attendre un successeur à présent d'Abou Bakr al-Baghdadi.
Oui, bien sûr, il va y avoir des successeurs. Il y en a déjà eu d'ailleurs, puisqu'il faut établir un peu sa ligne de filiation avec le prophète. Et on a déjà vu dans des gens qui ont été tués de l'organisation qu'ils avaient déjà toute leur arbre généalogique prêt. Donc des noms vont apparaître. Mais on avait attendu pour avoir le nom de Baghdadi 4 ans, je crois, entre 2010 et 2014. Donc c'est pas sûr qu'ils se déclarent immédiatement. Ils n'ont pas forcément intérêt d'ailleurs. Et voilà, et de toute façon, c'est des organisations qui sont un peu comme des hydres qui renaissent de leurs cendres. La tête n'est pas très importante, même si quand même c'est un symbole, et surtout ça arrive à point nommé pour Trump. Il a une chance incroyable au moment où on le reproche de s'être désengagé, d'avoir abandonné nos alliés et d'avoir pu établir ce ça, succès. justement, on va en reparler après de cette opportunité pour Donald Trump d'avoir annoncé cette mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. David Riguleros, ça signifie pour autant la fin de la capacité de nuisance de l'organisation État islamique, la chute de la mort de ce chef annoncé? Ah non, Ou comme vient de le dire Sarah Daniel, au contraire, oui, c'est juste une tête qui tombe et finalement... Oui, alors c'est pas n'importe quelle tête qui tombe, puisque c'est quand même le fondateur de l'organisation qui a créé un califat autoproclamé sur un territoire. C'est d'ailleurs la grande différence avec Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda n'a jamais pris le risque d'une territorialisation de son projet idéologique. Là, c'était une spécificité. Donc le fait qu'il ait été éliminé, évidemment, est une victoire symbolique, on va dire. Ça solde un peu les comptes, mais en termes d'affichage, mais pas forcément en termes de nuisance, puisque de toute façon, sur le terrain, d'ailleurs, le Pentagone a fait un rapport dernièrement qui évoque très, très, très nettement la résurgence de cellules dormantes très actives. Et d'ailleurs, il y a eu des attentats récents à Raqqa, qui était l'ancienne capitale justement syrienne du califat, et puis même en pays kurde. Et d'ailleurs, ça inquiète beaucoup les Kurdes qui pensent qu'ils seront une cible désignée justement, d'autant plus qu'ils ont certainement participé en termes de renseignement à la localisation effectivement d'Abou Bakr al-Baghdadi. William Jordan, on peut attendre des représailles justement après l'annonce de cette mort? Peut-être. Sans aucun doute, Washington n'est pas dupe. Washington n'a aucune illusion sur le fait que la mort ou la disparition d'Abou Bakr al-Baghdadi représente la fin de l'État islamique. Donc, si on parle simplement de ce qui se passe en Syrie, dans la zone concernée directement ou ailleurs, tout le monde est sur le qui-vive pour voir s'il y a éventuellement des représailles ou d'autres attaques qui étaient peut-être en cours de planification. L'organisation État islamique était déjà plus une entité territoriale. Oui, depuis la chute de Raqqa, on pouvait considérer que l'État matérialisé et sanctuarisé tel que Baghdadi l'avait rêvé et réalisé était déjà de l'ordre du passé peut-être, mais en tout cas pour moi plus de l'ordre de la mythologie. Maintenant, la vraie question qui va aller ensuite, c'est effectivement, et je suis assez d'accord, c'est la manière dont les choses vont pouvoir se redéployer dans un territoire qui est le territoire des idées, qui est une idéologie qui est passée largement plus dans les esprits de milliers d'individus, peut-être en réalité même plus. Tant que la menace était concentrée sur un territoire donné, en réalité, elle était presque plus facile à cerner et à abattre. À partir du moment où on fait, je dirais, exploser le centre vital de cette idéologie, ce que j'avais appelé à un moment le Big Bang djihadiste, on se retrouve dans une situation où on n'a plus véritablement contrôle de rien. Alors Donald Trump, effectivement, a tendance à fanfaronner pour avoir liquidé Baghdadi, mais la réalité, c'est que tout part aussi du retrait américain depuis des années et du coup du redéploiement des capacités daéchistes ou djihadistes sur des territoires où les États sont quand même extrêmement fragiles, en particulier en Irak. Quelles sont aujourd'hui les capacités opérationnelles de l'organisation État islamique sur le terrain? En fait, ils sont encore... on l'a vu, un certain nombre. Il y en a en Afghanistan,
ils sont à peu près 4-5 000 en Afghanistan, il y en a en Libye, en Et Afrique. mais en Irak et en Syrie précisément. En Irak, ils sont atomisés, mais si vous voulez, en Irak, le problème est plus important, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une logique aussi d'antagonisme entre les chiites et les sunnites. Donc, je ne sais pas, moi, à chaque fois que au cours de mes récents voyages, on sentait vraiment qu'il y avait une partie des sunnites aussi qui se rattachaient à l'État islamique, non pas parce qu'ils étaient très intéressés par l'idéologie de Baghdadi, mais parce que c'était le groupe qui représentait le mieux les sunnites. Et là, la défaite à Mossoul, le fait qu'on voit tous ces drapeaux chiites qui sont brandis même dans les fiefs sunnites de l'Irak, et puis même aussi les mots, on en reparlera sans doute après, très durs qu'a eu Trump, très méprisant, ils peuvent aussi, c'est peut-être pas la peine personne n'a envie de tresser des lauriers à Baghdadi, mais là, il y avait un côté vraiment méprisant et violent dont on aurait pu faire l'économie. Et voilà, donc en Irak, en tout cas, ça s'inscrit dans ce registre-là. Et donc, on sent une organisation, ou une autre d'ailleurs, que ça peut être, qui est prête à renaître de ses cendres à cause de ce désarroi sunnite. Des sunnites oui, David Rigoulet-Rose. Oui, non, il y a un côté phénix, effectivement. C'est potentiellement la capacité de nuisance est loin d'avoir disparu. Et donc, il y a plusieurs dizaines de... En plus, ça s'inscrit aussi, ce que vous disiez, dans le tissu sociétal de ces pays. Donc, c'est pas un corps étranger, on va dire. Et c'est ce qui fait aussi sa capacité d'immersion sur le long terme. Et donc, la vraie menace, effectivement, par rapport aux enjeux que ça représente. Alors, il y a une organisation que n'aime pas beaucoup Donald Trump qui s'appelle encore les Nations Unies, et le Conseil de sécurité a rédigé un rapport, ce fameux rapport du 15 juillet, où il fait un état des lieux de la menace. Et j'invite effectivement tout le monde à mettre le nez dedans parce que c'est extrêmement riche, mais qui résume quand même la menace aujourd'hui de Daesh sur la Syrie et sur l'Irak notamment à peu près 20 à 30 000 djihadistes combattants libérés ou sur le point d'eux ou qui se sont carapatés avant d'être pris par les Kurdes, et des richesses qui sont estimées entre 50 millions et 300 millions d'euros. Alors la fourchette est très large. Mais fondamentalement, c'est de l'argent qui est en cash, caché quelque part, ou sur des comptes de proches de djihadistes pour lesquels on n'a pas encore réussi à remonter la piste. Donc, il y a potentiellement... Ça, c'est très dur à contrôler, justement, toutes ces... Des mouvements de population comme des mouvements de capitaux. Dans des pays comme les nôtres, on a mis combien de temps à faire une loi sur la fameuse loi contre le financement du terrorisme? On imagine bien que dans des pays comme l'Irak et dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, c'est encore plus compliqué. Donc il y a un potentiel et un terreau, à mon avis, énorme à une résurgence dans un chaos, dans une incertitude, dans un retrait américain, dans des ennemis qui s'annulent entre eux, entre les Kurdes et les Turcs. Enfin, voilà, c'est une situation, à mon avis, un peu explosive. Justement, William Jordan, ce retrait américain et puis cet abandon des Kurdes annoncé par Donald Trump, ça va augmenter encore un peu. Il y a un risque d'augmenter la capacité de nuisance des derniers djihadistes qui restent encore sur ce terrain irako-syrien? Peut-être, mais moi, j'ai beaucoup de questions sur les autres qui étaient là, comme les forces spéciales françaises ou britanniques, des autres alliés sur le terrain qui étaient plutôt dans l'ombre par rapport aux Américains qui étaient là avec des drapeaux affichés très, très ouvertement. Je ne sais pas, franchement, il y a maintenant une certaine réflexion, voire confusion à Washington pour décider qu'est-ce qu'on va faire après cet événement assez dramatique avec la mort d'Abou Bakr Baghdadi. Qu'est-ce qu'on va faire avec les vestiges des troupes américaines qui restent sur le sol syrien? On parle beaucoup, hélas, de la soi-disant protection des champs pétroliers. Des champs pétroliers en Syrie. Ça, pour moi, suscite beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Mais je pense que pour l'avenir, pour les semaines à venir, ça reste à être défini par le Pentagone en accord avec le CIA et même la Maison-Blanche. Donc, on ne sait pas. Emmanuel Macron, le président français, a parlé, lui, d'un coup porté contre l'organisation État islamique. Mais selon lui, le combat continue. Sous quelle forme aujourd'hui ?
Le combat continue contre l'État Daesh, islamique. contre l'organisation État Bien islamique. sûr, puisqu'il s'est donc déployé dans tous les endroits qu'on a cités. Et puis, je pense que Macron a félicité du bout des lèvres parce qu'il était aussi tellement déçu par ce retrait américain. Et il faut comprendre quand même qu'en Syrie aujourd'hui, c'est un état d'entropie maximum. Je veux dire, c'est pas parce que là, en effet, Bachar est en train de récupérer le territoire, mais au nord, il n'a pas assez de troupes et son armée est suffisamment affaiblie pour qu'il puisse pas contrôler tout. Il va y avoir maintenant, donc, il y a quand même la menace turque à la frontière. Il y a les Russes qui sont là. Dans cette entropie, on l'a vu précédemment en Irak, hein, naissent et renaissent ce type d'organisation qui fleurissent un petit peu justement dans ce désordre. Et donc voilà. Donc après, l'autre chose, c'est aussi les camps qui sont en train de se dissoudre. Les Kurdes, si on les aide plus, ils vont pas non seulement garder les djihadistes pour nous. Et donc voilà. Donc tout ça participe à une grande incertitude et menace. Et Sébastien Boussois, également la fuite des djihadistes étrangers, des camps kurdes justement. Oui, c'est tout le paradoxe de cette zone d'incertitude maintenant où les Kurdes ont eu d'un seul d'autres priorités évidemment que de devoir gérer les camps pour lesquels les États européens ont aussi donné beaucoup d'argent pour trouver une solution ou en tout cas une fuite des gouvernements à ce qu'on ne rapatrie pas ces djihadistes. Donc on est dans une situation évidemment où je pense qu'un certain nombre vont se redéployer sur l'Irak, la Syrie ou jusqu'à l'Afghanistan et peut-être aussi probablement la Libye. Et j'ai quand même le sentiment dans cette transformation y compris de l'idéologie et de la mythologie de ces combattants-là qu'on a beaucoup glorifié les morts parce que c'est un peu le principe des shahids et des martyrs, mais qu'à terme on va aussi glorifier les survivants, ceux qui vont être dans cette résilience de ces camps, de ces combats et qu'on retrouvera probablement dans 10 ans, comme on a retrouvé d'ailleurs en Algérie dans les années 2000, les combattants d'Afghanistan. Donc il y a une sorte d'investissement à long terme après avoir utilisé beaucoup de jeunes d'ailleurs comme de la chair à canon idéaliste et tout au moment de la création de Daesh, pour ensuite éviter de se séparer de ceux qui sont aujourd'hui extrêmement formés sur du paramilitaire et pour lequel il y a plutôt intérêt à les protéger s'ils veulent continuer leurs exactions sur d'autres terrains. Et aujourd'hui, et c'est ce que je mets dans le livre, on a une quarantaine de pays qui ont une franchise Daesh. Et si ce n'est pas Daesh 1, ça sera Daesh 2 ou ça sera autre chose. C'est-à-dire que ce terrorisme, ce djihadisme délocalisé, comme l'a dit David Rigueros, qui n'est pas... Notamment en Asie du Sud-Est. Voilà, notamment énormément en Asie du Sud-Est. Pendant tout le temps où on se concentre, encore et hélas, parce qu'il n'y a pas le choix sur le Moyen-Orient, se multiplie ce type de ramifications sur le Sahel, c'est pas juste Boko Haram, c'est sur tous les pays très instables du Sahel et de l'Afrique centrale, et puis sur, bien sûr, l'Asie et l'Indonésie, par exemple. On a 300 millions de musulmans, de quoi nous rendre largement inquiets. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce débat. Tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacré justement à l'annonce de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. C'est ce qu'a annoncé hier le président américain Donald Trump. Avec moi ce soir, William Jordan, ancien diplomate américain, Sarah Daniel, chef du service étranger de l'Obs, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé au CECID, à l'Université libre de Bruxelles, auteur de Daesh, la suite aux éditions de l'Aube. Et puis David Rigueros, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci à tous les quatre encore d'être sur ce plateau. Je vous propose tout de suite réécouter Donald Trump, car on l'a beaucoup entendu depuis hier. Donald Trump, lorsqu'il a annoncé cette mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le président américain a utilisé une rhétorique très particulière et il l'a présenté en tout cas comme un grand succès pour son administration. Écoutez. La nuit dernière, les États-Unis ont amené le plus grand terroriste au monde devant la justice. Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Il était le fondateur et le chef de l'organisation État islamique, l'organisation la plus violente et impitoyable au monde. Capturer ou tuer al-Baghdadi a été la première priorité de mon gouvernement. Alors, première priorité de son gouvernement, il annonce ça comme une victoire. William Jordan, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une victoire pour Donald Trump, pour l'administration Trump ? Oui, tout à fait. Mais même si avec la conférence de presse qui a suivi sa déclaration, ça a très rapidement devenu une sorte de
bashing contre Obama et l'opération menée par l'administration Obama pour finalement tuer Osama Ben Laden. Il avait reproché d'ailleurs à l'époque à Barack Obama d'avoir dit c'est un succès personnel et aujourd'hui finalement Donald Trump fait exactement la même chose. Il s'attribue un succès personnel à cette opération. Oui, mais heureusement on voit sur ces images Barack Obama dans la salle de situation qui est un peu en retrait et puis on va voir dans quelques instants Donald Trump. Voilà Donald Trump qui lui se met en scène. Alors il est en plein milieu. Avec Mike Pence, le vice-président à côté de lui et des militaires américains. Il y a quand même un contraste important entre les deux. Donald Trump qui vraiment se met en scène et essaye... Non seulement il se met en scène, mais il incarne l'opération. C'est-à-dire que si vous écoutez son discours, il dit « Nous avons suivi depuis longtemps cet individu, nous avons... » Enfin, c'est vrai que c'est un succès incroyable pour les États-Unis en termes de timing, parce que juste au moment où il y a la mauvaise annonce du retrait du Moyen-Orient, où on l'accuse d'avoir abandonné nos alliés kurdes, etc., on a l'impression que presque cette nouvelle vient contrebalancer cet abandon et presque clore un chapitre aussi. Surtout qu'il a précisé avoir travaillé avec les Kurdes, justement. Oui, voilà, donc là, quelque part, ça justifie son retrait pour une population non avertie et qui ne sait pas que ça va continuer et que justement c'est très grave d'abandonner le pays à ce moment-là. Voilà, c'est un peu opération accomplie que déclarait Bush au début de la guerre d'Irak. David Rigoulet-Rose. Oui, c'est vrai que la différence est tout à fait notable. D'ailleurs, la durée de l'annonce qui avait été faite par Obama, qui était une annonce très très courte, très laconique, très sobre. Évidemment, là, on est dans le registre totalement opposé et c'est un show, d'une certaine manière. Et là, clairement, c'est par rapport à la fois ses difficultés par rapport à une procédure d'impeachment et puis l'horizon de l'élection de 2020. Parce que pour lui, ça valide... 13 mois avant l'élection présidentielle. Effectivement, ça valide rétroactivement la décision qu'il a prise, qui est au demeurant est quand même très contestable. Mais du coup, les critiques qui commençaient à monter des rangs républicains se font beaucoup moins fortes. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, à titre personnel, c'est un gain. Alors, à court terme, on verra si c'est susceptible d'être déterminant pour la suite. Mais en tout cas, à court terme, c'est effectivement un succès personnel. Succès personnel, mais finalement, William Jordan, est-ce que la base électorale de Donald Trump, ça va changer quelque chose pour elle, cette annonce ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça va renforcer sa base. Et moi, j'envisage une sorte de pic momentaire de popularité pour Donald Trump, mais ça va durer très peu de temps vu la situation très, très instable et très active à Washington actuellement, politiquement. Je pense que c'est peut-être encore une fois, pour sa base, une promesse tenue. C'est-à-dire, c'est vrai, Donald Trump a martelé que pour lui, la défaite de l'État islamique était une des priorités fondamentales pour lui dans le domaine de la sécurité nationale. Et donc, c'était comme pour beaucoup de soutiens de Donald Trump, c'est ça qui est très important. La liste est presque mémorisée. Mais pour les autres électeurs, je pense que tout va dépendre sur ce processus d'impeachment qui est en cours, aussi que d'autres révélations. Et franchement, la nature de Donald Trump elle-même. Ça va renforcer sa politique internationale, justement, sa ligne, vous l'évoquiez, justement. Est-ce que ça va renforcer le fait que, par exemple, il lâche ses alliés, ça a été le cas avec les Kurdes, en tout cas, on lui a reproché. Finalement, c'est un blanc-seing pour continuer cette mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Ça tombe bien. Est-ce que ça va... Est-ce que du coup, Je crois qu'il y a beaucoup de pragmatisme et aussi, on le sait, d'amateurisme et d'impulsivité dans ses choix et dans sa stratégie. Il faut rappeler quand même que c'est l'homme de la télé-réalité. Quand on parle de show tout à l'heure, on est effectivement véritablement là-dedans. Mais enfin, de toute façon, c'est souvent un peu
à l'américaine. Donc on est dans une situation où on a le chef de guerre, le chef des armées... Il a eu une rhétorique très particulière également hier. Oui, qui se félicite et qui... mais de toute façon, la manière dont les gens avaient été traités par l'État islamique, je pense que dans la tête des Américains, ils peuvent tout à fait comprendre qu'on traite de cette même façon le chef al-Baghdadi. Mais je crois que petit à petit, et au fur et à mesure de l'évolution, on voit bien qu'au niveau de la cote de popularité, ça va probablement durer un temps, mais tout est en train de s'embraser. Alors, on n'en parle plus de l'Iran. On ne parle plus des autres lieux, je dirais, où il a été créé de la tension. On ne parle plus de l'Arabie Saoudite, on ne parle plus des tensions avec des pays voisins de l'Arabie Saoudite, on ne parle plus de la Corée. Donc j'ai un peu l'impression que c'est provisoire, mais que de toute façon, avec ces retraits divers, il se concentrera sur la politique américaine et il fournira cette image que veulent les Américains de la Bible Belt et pas seulement un homme fort, puissant, arrogant, qui soit soi-disant l'inverse de Barack Obama, qui était peut-être raffiné, plus fin, mais donc du coup plus humain. Et les Américains, manifestement, n'en voulaient plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord, pardon. Mais parce que impulsivité, oui, sans doute sur la forme, mais sur le fond, c'est très cohérent avec la stratégie militaire américaine définie depuis un certain nombre d'années. Si vous voyez, c'était David Petraeus qui avait défini, un général américain, commandant des forces dans cette région, qui avait défini cette politique. Et c'était donc pas trop de troupes au sol, enfin, surtout ne pas risquer de commencer à précipiter un retrait. Et en revanche, la politique par drone, c'est-à-dire des frappes ciblées, et voilà, et des opérations, et ce genre de raids, et ce genre qui sont vraiment évidemment un succès très efficace. C'est assez logique finalement avec cette stratégie. En effet, on parle déjà d'une sorte de paradoxe dans la presse américaine. Cette opération était classique. C'était très bien planifié depuis des mois, peut-être des années. C'était un travail vraiment d'équipe. Et heureusement, Donald Trump a salué la petite armée des experts dans les renseignements généraux, dans le CIA et ailleurs. Mais avant ça, il a d'abord salué d'autres pays avant de saluer... Et voilà, et aussi, il a évoqué le rôle très important et clé joué par... Des partenaires dans la région. Notamment la Russie et la Turquie. Voilà, et même la Syrie. Et donc c'était un contraste très net entre ça et cette acceptation et la décision 2-3 semaines avant pour cette retraite des troupes américaines sans consulter presque personne sauf les Turcs, et aussi de rompre un peu avec la doctrine qui est fondamentale pour les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, d'être toujours en solidarité avec les alliés. Et donc voilà, je pense que ce n'est pas un moment d'inflexion de la part de Donald Trump, c'était un moment où il a improvisé dans son show. Il fallait accepter et connaître la réalité en face. Mais je pense que, grosso modo, ça ne change rien dans son impulsivité voilà, et sa nature de prendre des décisions sans consulter les alliés, et d'agir par surprise, parfois par provocation, simplement pour... et sans prévenir, là par exemple, il n'a pas prévenu non plus les démocrates de l'opération. Oui, et ça c'était... ce qui normalement se fait, ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Mais vu le contexte politique aux États-Unis actuellement, c'était... Ce qui est difficile, mais c'était peut-être assez prévisible. David Rigoulet-Rose, est-ce que ça marque un retour des États-Unis sur le terrain irako-syrien ou pas du tout ? Ah non, je pense que... ça reste juste une opération ciblée. Oui, c'est pas un retour. Au contraire, ça va valider dans son esprit les décisions qu'il a prises hantées. Mais là où c'est effectivement ce que vous dites est assez juste, sur le fait que c'est pas propre à son administration, le retrait américain est engagé déjà depuis de longue date. Et c'est le paradoxe d'ailleurs de la situation de Trump. Lui qui a conspué, qui n'a cessé de conspuer Obama, en réalité...
il se met sur le prolongement d'Obama, qui avait effectué le pivot sur l'Asie. Et donc, Obama, c'était light footprint, c'est-à-dire l'empreinte légère, pas d'intervention trop lourde, etc. Donc, la technique du dronage, effectivement. Leading from behind, c'est-à-dire on regarde de loin. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une remarquable continuité qui ne voudra pas assumer, évidemment, puisqu'il n'a eu de cesse de dénigrer Obama. Mais c'est assez paradoxal. Alors, simplement, la différence d'Obama, c'est que c'est fait dans des conditions un peu chaotiques, ce qui n'était pas du tout le management d'Obama, où c'était en concertation avec les davantage alliés. De communication. Oui, et en concertation avec les alliés, etc. Ce qui n'est pas le cas là, effectivement. Je vous propose, on va regarder tout de suite un sujet justement sur les réactions internationales après l'annonce de cette mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. On va en reparler juste derrière. Drapeaux israélien et américain côte à côte. Benjamin Netanyahou reçoit le secrétaire américain au Trésor à Jérusalem. Une conférence de presse que le Premier ministre de l'État hébreu débute ainsi. La première chose que je veux faire, c'est féliciter le président Trump, les forces armées des États-Unis et le peuple américain pour cette opération réussie contre Baghdadi. C'est une bonne chose que ce meurtrier ait connu ce destin. Des remerciements venus aussi d'Arabie saoudite, l'allié stratégique des États-Unis dans le monde arabe. Même son de cloche en Turquie, remercié par Donald Trump pour avoir permis de mener à bien cette délicate mission. La nuit de l'opération, il y a eu une diplomatie intense entre nos deux autorités militaires. Nous en sommes heureux. Membre de la coalition internationale qui lutte contre le groupe État islamique depuis 2014 et victime toutes deux de multiples attaques djihadistes sur leur sol, l'Australie et l'Allemagne l'assurent, le combat est encore loin d'être fini. Daesh est un monstre à plusieurs têtes et lorsque vous en coupez une autre repousse inévitablement. Cela ne signifie pas que la lutte contre le groupe État islamique est terminée. Des propos qui font écho à ceux du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et ceux du Premier ministre britannique Boris Johnson. À Moscou aussi, l'heure est toujours à la prudence. Même si le Kremlin le reconnaît, la mort du chef du groupe État islamique serait une sérieuse contribution de Donald Trump à la lutte contre le terrorisme international. Alors, de très nombreuses réactions. On a vu notamment la Turquie, par exemple. La Turquie, Sarah Daniel, qui en même temps, avec son offensive dans le nord de la Syrie, affaiblit justement cette lutte contre l'organisation État islamique. On l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, je suis ravie de voir qu'ils se sont rangés à d'autres coalitions. Mais enfin, c'est un peu savoureux de voir que la Turquie, qui en effet à un moment a été, non pas accusée, mais a réellement été très tendre avec l'organisation de l'État islamique qui a accueilli ses membres. Et moi, je me souviens d'un reportage que j'avais fait à la frontière turque où on voyait vraiment les pipelines passer de Syrie en Turquie pour faire le trafic de pétrole. Donc voilà, bon, ils ont changé maintenant. Sous le coup des pressions internationales, ils ont changé, mais enfin, ils n'ont pas toujours dit ça, quoi. Voilà. Sébastien Boussois, qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces réactions internationales? Finalement, on voit cette coalition qui est un peu impuissante, la coalition contre Daesh, aujourd'hui, qui est obligée de saluer cette opération américaine, mais sur le terrain, finalement, c'est la Russie et la Turquie qui mènent la danse. C'est aussi la nature même des conflits depuis la fin de la guerre froide. Toute armée conventionnelle n'est plus tout à fait à même de parvenir véritablement à la fin de ces systèmes de guérilla. Alors on est parti avec les drones, le dronage, mais on est dans des situations où on comprend très bien pourquoi les Kurdes ont eu cette capacité, en connaissant très bien leur topologie, leur lieu, et qui peuvent effectivement mener des opérations au sol extrêmement efficaces. Alors Donald Trump salue l'ensemble des pays qui se tapent dessus sur place, ou en tout cas qui font de la Syrie un théâtre dramatique depuis un certain nombre d'années. Bachar el-Assad est relativement discret et relativement silencieux, même si j'imagine qu'il aspire évidemment clairement à finir de se débarrasser de la menace djihadiste, quitte à faire partir tous ses combattants en Irak ou ailleurs. Donc Donald Trump salue tout le monde, salue la Russie, salue la Turquie. Voilà, c'est cette étape-là
qui est, je dirais, de quoi rendre heureux pendant peut-être 24 heures. Mais voilà, que ce soit la situation des Kurdes ou la population irakienne, on le voit actuellement, qui demande quand même le renversement du régime, il y a quand même de quoi largement être inquiet pour la suite. Donc réjouissons-nous, voilà. Mais après, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette situation, justement, en Irak, David Rigoulé-Rose, ça peut mener à une résurgence de groupes extrémistes sur le terrain ? C'est déjà le cas, d'une certaine manière, notamment dans tout le nord de l'Irak, effectivement. Situation très instable. Oui, c'est une situation très instable. Il y a une litanie d'attentats qui se multiplient, des deux côtés de la frontière, du reste. Mais c'est pas surprenant, parce que les conditions qui ont présidé à l'apparition de ce type d'organisation n'ont pas fondamentalement changé. Elles n'ont pas fondamentalement changé, notamment par rapport à la gouvernance chiite à Bagdad et à la situation interne en Syrie. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est préoccupant pour la suite, parce que le désengagement, la nature horreur du vide, alors elle est partiellement comblée par les Russes, là, en l'occurrence, puisque vous évoquiez effectivement l'accord entre les Russes et les Turcs, mais la situation est loin d'être réglée, et les contradictions entre des alliés ponctuels, que sont les Turcs et les Russes en ce moment, sont appelés aussi à créer des parasites pour régler de manière satisfaisante une situation extrêmement instable. William Jordan, la Russie aujourd'hui, c'est nouveau maître du jeu sur le terrain syrien. Ça ne pose pas de problème à Donald Trump ? Non, pas forcément. Je pense que pour l'instant, les États-Unis sont presque complètement marginalisés, si on parle de la Syrie, même de l'Irak d'une certaine manière. Je pense que il y a un débat qui fait rage à Washington, mais sans aucun sens et avec beaucoup de confusion. Les experts ne sont plus sollicités pour finalement évoquer ou élaborer une nouvelle politique. Donc, je pense que si, et Donald Trump était très clair là-dessus, s'il était à la Russie et à la Turquie de jouer un rôle beaucoup plus important. Il a salué d'ailleurs cet accord russo-turc la semaine dernière. Il cède la place, parce que pour lui, c'est plutôt d'autres acteurs qui doivent finalement prendre le relais voilà. au Moyen-Orient. Sarah Daniel, un dernier petit mot ? Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut quand même pas se laisser prendre au storytelling américain, que cette mort cet assassinat ciblé d'al-Baghdadi, c'est quand même très symbolique, et que si Donald Trump avait voulu vraiment affaiblir durablement l'État islamique, il serait resté sur le terrain aux côtés des Kurdes. Voilà, c'est quand même... Un dernier petit mot, Sébastien Boussois, vous partagez ce... Bien évidemment, tout ça permet de faire oublier quelque temps la trahison absolue de l'abandon des Kurdes, dont on a eu de cesse de parler pendant des jours, ceux qui étaient à la fois nos alliés, qui étaient les plus à même de combattre les djihadistes, qui tenaient les camps, comme je le disais tout à l'heure, et donc du coup, ce retrait improvisé de Donald Trump annoncé du jour au lendemain, et du coup, cette sorte de livraison presque all-inclusive à la Turquie, jusqu'à ce qu'il y ait le cessez-le-feu, enfin en tout cas la période d'arrêt des combats et de l'offensive, on ne peut pas oublier ça, qui est beaucoup plus dramatique pour la suite que effectivement cet acte, aussi réjouissant soit-il temporairement.